Avant de débuter, je prends un moment pour vous dire à quel point je suis fier de faire ce podcast. Et surtout, à quel point je suis reconnaissant de vous savoir à l'écoute. Parce que tenir un podcast aujourd'hui, c'est un pari audacieux. Contrairement aux vidéos ou aux posts sur les réseaux sociaux, personne ne tombe sur un épisode de podcast par hasard. Écouter un podcast, c'est un acte intentionnel, presque intime. C'est décider de consacrer 30, parfois 60 minutes de votre temps à une voix, une idée, un échange. Et ça, je le prends pas du tout à la légère. Je sais qu'on est tous débordés, stressés, parfois découragés. Je sais aussi que dans ce monde ultra connecté, ce qu'on cherche le plus, ce n'est pas tant du contenu, c'est du lien, du sens, un peu de clarté dans cette confusion. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Vlan. Pas pour produire du contenu, mais pour vous offrir une balade avec un ami. Une conversation qui vous fait du bien, qui vous aide à voir autrement ou à vous sentir un peu moins seul. Et je suis d'autant plus fier que Vlan n'a pas grandi grâce à des algorithmes ou de la pub, il a grandi grâce à vous, grâce à vos partages, vos recommandations, vos messages. C'est le bouche à oreille qu'il a porté et c'est ce qui me touche le plus en réalité. Alors oui, je suis fier qu'on puisse ensemble transformer des idées complexes en leviers concrets. Fier parce que on donne la parole à des chercheurs, des penseurs, des chercheuses, des gens brillants en tout cas, qu'on n'entend pas toujours ailleurs. Et surtout, fier parce que Vlan, c'est un endroit où vous comptez, où vous êtes vu et entendu. Et vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, par mail, j'y réponds de manière systématique. Et si à la fin d'un épisode vous repartez avec une idée à tester, une envie à faire différemment, ou juste un peu plus d'énergie pour avancer, alors on a gagné. Donc merci d'écouter, merci de partager, merci d'exister. Cet épisode solo, il est tiré de ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur vlan.kessel.media. Je vous mets l'adresse dans la description de l'épisode. Et on va parler d'amour. Personnellement, moi, j'adore mon célibat actuel. Cette liberté exquise de décider de mon emploi du temps sans compromis. Et pourtant, je suis un incorrigible romantique. Et ce paradoxe délicieux me constitue et colore ma vie de nuances fascinantes. Cette dualité n'est pas sans doute étrangère à mon histoire familiale. J'ai grandi avec des parents qui se sont rencontrés jeunes, qui ont eu des enfants à 24 et 26 ans, et ils sont restés ensemble jusqu'à la fin, malgré les tumultes de la vie, qui est une chose de plus en plus rare, j'ai l'impression. En fait, ils ont incarné devant moi la possibilité d'un amour durable, même si le chemin n'était pas toujours facile. Est-ce que c'est pas incroyable qu'on puisse simultanément chérir notre indépendance et rêver de construire à deux? L'amour reste cette aventure extraordinaire qui transcende les époques. Au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin déclarait qu'un homme sans femme n'est rien d'autre qu'un demi-homme. On était un peu moins subtil à l'époque, et d'autant moins que quand on sait que les femmes célibataires, elles, étaient brûlées vives pour sorcellerie. Voilà. Et aujourd'hui encore, malgré toutes nos avancées, en fait, le couple, ça demeure cette quête collective qui nous anime presque tous. Et qu'y a-t-il de si captivant dans cette danse à deux? Pourquoi est-ce qu'on continue à nous lancer dans cette entreprise qui est complètement hasardeuse, malgré les cicatrices de la déception, et les déceptions, pardon? Peut-être parce que l'amour, dans ses plus beaux moments, nous offre cette alchimie rare entre sécurité et aventure, entre connaissance profonde et éternelle découverte. J'ai connu des histoires d'amour intenses, dont une qui m'a conduit à imprimer un livre de 400 pages de nos échanges, et aussi à déménager à New York. Ces expériences, elles m'ont complètement transformé, elles m'ont enrichi, parfois elles m'ont blessé, mais j'ai jamais regretté de m'être lancé, de vivre pleinement les choses. En tout cas, c'est ce que disait ma psy. Chaque relation a ajouté une couche de compréhension à ma clarté du monde émotionnel. Et à travers cet épisode, cette newsletter, je vous invite à explorer avec moi les mystères et les joies de l'amour moderne, ses défis, ses trésors cachés. Je partagerai mes découvertes et je peux vous assurer que j'ai beaucoup cherché, mes erreurs qui sont nombreuses et les pépites de sagesse que j'ai glanées en chemin. Parce que si j'ai renoncé au mythe qui est complètement paralysant de l'âme sœur, je n'ai certainement pas abandonné la quête d'un amour authentique et vibrant.
Je crois que, comme l'écriture elle-même, l'amour nous enseigne ce que nous savions ne pas connaître sur nous-mêmes. Donc embarquons ensemble dans cette exploration joyeuse. Et d'abord, je vais vous partager mon parcours amoureux, qui est plein de cicatrices, mais ces cicatrices, elles sont comme des boussoles. Ma première grande histoire d'amour, elle a duré 7 ans. Je l'ai rencontré dès les premières semaines d'école de commerce, et on est allé jusqu'à se fiancer, le mariage était planifié. 20 ans plus tard, je suis heureux de pouvoir penser qu'on est toujours proches, mais cette relation, elle était fondamentalement dysfonctionnelle. Et principalement, à cause de moi, je dois l'admettre, j'avais endossé la cape du sauveur pour surmonter ma timidité. Et à ce moment-là, mon besoin d'appartenance était si intense et elle incarnait tout ce que je n'étais pas. C'était profondément injuste pour elle, mais j'y reviendrai. Et j'ignorais alors mes propres besoins, mes névroses, mon style d'attachement. Et en réalité, elle est devenue malveillante malgré elle. Et cette histoire, en réalité, elle était condamnée dès le départ, je ne le savais pas évidemment. Ma deuxième relation significative, elle m'a conduit chez le psychologue parce que j'étais complètement perdu. C'est sans doute l'une des décisions les plus sages de ma vie d'ailleurs. C'est aussi à cette période que j'ai commencé à consulter des voyantes, cherchant désespérément des réponses que je ne trouvais pas en moi. Puis est venue la relation passionnelle de ma vie. Une relation tellement intense qu'elle est difficile à expliquer. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai compilé les 3 premiers mois de nos échanges dans un livre de 400 pages qui est imprimé en 2 exemplaires, un pour elle et un pour moi. J'ai déménagé à New York pour elle. Et cette femme qui était réputée pour son légendaire self-control, vraiment une personne très dans le contrôle, elle maîtrisait plus rien non plus. Alors certains parleraient d'âme sœur ou de flamme jumelle. J'ai cherché toutes les explications possibles, je peux vous assurer. Et après 4 ans d'une intensité qui a été intacte, elle est partie sans un mot d'explication. 8 ans ont passé depuis, et il m'en a fallu 6 pour m'en remettre. Je le dis ici car dans cette société où tout va de plus en plus vite, parfois, on n'accepte plus chez les autres, mais aussi chez soi-même, que certains processus prennent du temps. Et quoi qu'il en soit, cette rupture, elle m'a transformé. Comme me l'a fait remarquer un ami, il y a peu d'hommes qui parlent ouvertement de leurs blessures amoureuses. Mais moi, j'avais pas vraiment le choix. Cette histoire, elle m'a bouleversé dans ma chair. Et je crois que c'est important d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation d'ailleurs de Anne Guéquière sur son podcast Métamorphose à l'époque. C'est essentiel de montrer, je crois, la vulnérabilité sans faux semblant et que les hommes ne sont évidemment pas insensibles aux ruptures. Et j'espère, un petit peu en tout cas, que ça va permettre à d'autres hommes de se connecter avec eux-mêmes et peut-être même de partager leur histoire de rupture avec d'autres hommes. Et puis je suis heureux d'avoir fait une sorte de kintsugi de cette rupture en co-créant un kit de secours pour cœur brisé. Durant ces 6 années de deuil, j'ai saboté des relations avec des femmes extraordinaires parce que je les comparais inévitablement à cette femme dont j'étais éperdument amoureux. Et j'ai finalement réussi à briser ce lien toxique grâce à un travail que je peux vous assurer acharné à base de psychologues, énergéticiens, voyantes, astrologues, constellations familiales. Je suis même allé jusqu'à faire de l'ayahuasca, comme vous le savez sans doute. J'ai tout essayé pour m'en libérer. Et j'ai su que j'étais guéri quand je suis retombé amoureux il y a 2 ans. Et même cette histoire, elle fut brève, pour d'autres raisons, elle a confirmé ma guérison. Et aujourd'hui, je reste ouvert à construire quelque chose avec quelqu'un, mais ce n'est pas si simple. Et les raisons de ces difficultés sont précisément l'objet de cette newsletter. Et je vous livre ce qui, selon moi, cloche en 5 grands points. La première raison, c'est qu'on est des idéalistes complètement irréalistes par essence. On a grandi, bercé dans des mythes grecs, et il ne faut pas les sous-estimer, ils sont centraux, ces mythes grecs. Des histoires aussi, comme Roméo et Juliette et plein d'autres, des contes pour enfants ou encore des films hollywoodiens qui nous ont fait croire que l'impossible devenait possible par amour. Mais en fait, quand on y regarde bien, ces récits, ils se concentrent presque exclusivement sur la quête amoureuse, rarement sur ce qui vient après. Souvent, ce qui vient après, c'est « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », on nous laisse l'imaginer. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Comment ils ont géré leurs névroses respectives, leur univers distinct, leurs problèmes
de communication, leur baisse de désir, leur potentielle tentation extra-conjugale. En fait, dit rapidement, notre idéal romantique, il est quasiment incompatible avec la réalité d'une connexion humaine. Ces expressions comme ma moitié sous-entendent que nous serions incomplets avant de rencontrer l'autre. Rencontrer D1 ou l'âme sœur suggère qu'une seule personne au monde pourrait nous convenir. Vous l'aurez compris, j'ai personnellement expérimenté ce mythe de l'âme sœur et j'en ai payé le prix fort. Et cet idéal, il présuppose que notre partenaire devrait tout comprendre de nous sans communication verbale, alors que même nous-mêmes, pour être sincères, on peine à se comprendre. Et personnellement, je me découvre encore chaque jour et je pense que ça va aller comme ça jusqu'au bout de ma vie. Cela est évidemment accentué par un individualisme, pour ne pas dire égoïsme, sous stéroïdes. L'autre vit dans un univers parallèle avec un système qui est assez proche, mais fondamentalement différent du nôtre. Et de manière anecdotique, lors d'un de mes événements à la maison sur l'intelligence artificielle, il y a une personne qui a partagé qu'elle se sentait plus vue et entendue par ChatGPT que par son propre médecin ou ses amis. Et en fait, je crois que notre société d'hyper-optimisation nous a fait perdre la capacité à prendre le temps, ou en fait, en réalité, à l'accorder à l'autre. La conséquence, c'est que ce manque d'écoute mutuelle génère des incompréhensions en pagaille. Et si vous ajoutez à ça des différences culturelles, comme je l'ai vécu, cela complique encore davantage la situation. Esther Perel m'a fait réaliser sur un épisode que nos attentes sont démesurées. On demande à une seule personne de nous apporter ce qu'autrefois tout un village nous fournissait, c'est-à-dire la sécurité, l'identité, l'amitié, la sexualité, la complicité émotionnelle, la complicité intellectuelle, les goûts communs, etc. Et je vais pas vous faire la leçon, je suis le premier à tomber dans ce piège, tout en sachant parfaitement qu'il est complètement absurde. Le couple exige des compromis et un travail constant, évidemment, de construction à deux. Et par ailleurs, on entre dans une relation avec une vision identitaire, un rêve de qui nous voulons devenir. C'est un rêve qui est souvent flou ou plutôt fantasmé. Mais quand on s'engage, ce n'est pas seulement l'autre qu'on cherche, mais une version future de soi-même. Et ici aussi, je plaide totalement coupable. Et ma première relation, je vous en parlais tout à l'heure, elle s'inscrivait à 200% dans cette dynamique. Mais comme le souligne Esther, ce processus, il est inconfortable car l'autre ne change pas à notre rythme et ne comprend pas nécessairement le rôle implicite qu'on lui a assigné. Par exemple, m'apaiser, m'ouvrir, m'élever, m'intégrer, etc. Le changement personnel, il est douloureux, mais on finit par reprocher à l'autre ce qui nous fascinait initialement. Ainsi, un partenaire qui est choisi pour sa légèreté devient irresponsable. Une personne stable, elle devient ennuyeuse. En fait, le fantasme identitaire se heurte inévitablement à la réalité relationnelle. Et bien sûr, les applications de rencontres aggravent le problème en alimentant l'illusion d'une offre infinie, comme si l'amour n'était qu'un swipe à un swipe de distance. Et pour y avoir passé pas mal de temps dans ces apps, je vous rassure et je vous rappelle, particulièrement si vous êtes en couple, que c'est aussi illusoire que ces couples Instagram où tout semble complètement parfait. Pardon, je bois mon thé. La raison numéro 2, c'est que les papillons dans le ventre sont souvent un dangereux leurre. On a tous éprouvé, je pense, à un moment donné dans nos vies, ces fameux papillons dans le ventre. Cette sensation vertigineuse que nous pourchassons comme les nectars sans doute ultimes de l'amour. C'est le moment où nous nous sentons le plus vivant d'ailleurs, souvent considéré comme l'indicateur suprême de l'amour véritable. Et franchement, quoi de plus délicieux que cette vibration viscérale dans le ventre? Moi, personnellement, j'adore cette sensation. Mais les avertissements d'Alain de Botton, que j'ai aussi reçus sur le podcast, m'ont ouvert les yeux. Ce frisson qu'on ressent, il est très souvent une réaction à quelque chose de familier. Parfois simplement l'activation d'un vieux schéma ou d'une blessure non cicatrisée. Et c'est la raison pour laquelle on est parfois attiré par des mauvaises personnes, ou en tout cas des personnes qui ne nous conviennent pas du tout. En réalité, nous sommes attirés par ceux qui vont nous faire souffrir d'une manière qui nous est familière.
Une relation calme, douce, respectueuse peut nous sembler étrange, voire sans passion, peut-être profondément ennuyeuse, parce qu'en réalité, elle menace notre scénario intérieur, qui est, lui, bien rodé. Et Alain de Botton, il nous met en garde. Il ne faut pas confondre la compatibilité, avec une familiarité traumatique. C'est extrêmement frustrant parce que moi, j'aime cette sensation d'intensité. D'ailleurs, même en sachant que c'est un indicateur complètement défectueux, moi, aujourd'hui encore, j'adore ces papillons. Et ce deuil, il n'est pas facile à faire. C'est encore un grand chemin à faire pour moi. Alors, à quoi se fier si ces papillons sont complètement trompeurs ? Et en fait, en discutant avec Alain, j'ai découvert que j'appliquais inconsciemment ses conseils quand je me sentais particulièrement à l'aise avec quelqu'un. Et l'une de ses questions préférées, c'est quoi la personne bizarre en toi, le weirdo en toi ? Parce qu'en vérité, sans masque ni artifice, nous sommes tous en réalité un peu étranges, on le sait bien. Je sais que je suis vraiment amoureux quand j'ose révéler mes aspects les plus singuliers, sans crainte du jugement. Je laisse entrevoir ce qui se passe derrière le masque. Un autre signal essentiel, selon lui, et auquel je suis attentif personnellement, sans vraiment y réfléchir, c'est observer si l'autre personne est capable de reconnaître ses propres biais, ses imperfections, et si elle sait s'excuser quand ils se manifestent. Et il faut également s'interroger honnêtement, est-ce que nous sommes nous-mêmes capables de cette introspection ? Et je ne parle pas des petites sautes d'humeur ou des petits trucs dont on parle tout le temps, mais des véritables zones d'ombre. En fait, on peut mesurer l'évolution d'une personne à sa capacité à reconnaître qu'elle est loin de l'idéal. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut demander comme ça directement à quelqu'un, il faut observer, et à travers l'expérience partagée, on va se rendre compte. Et l'objectif, c'est évidemment pas l'autoflagellation, mais juste une lucidité bienveillante sur nos mécanismes. Et enfin, je crois qu'il est crucial de déterminer si la personne comprend que l'amour, c'est une compétence, beaucoup plus qu'une émotion. Ressentir, bien sûr, mais surtout comprendre qu'un couple, ça existe du travail en commun, des compromis, des discussions et des efforts constants. Une amie à moi, elle a pris la décision d'aller voir un thérapeute de couple dès qu'elle a senti que sa relation devenait sérieuse. Non pas parce qu'il rencontrait des problèmes, mais justement pour s'assurer que leur communication resterait toujours fluide. Et moi, personnellement, j'ai trouvé cette initiative particulièrement mature et judicieuse. D'ailleurs, je serais curieux de connaître votre opinion à ce sujet, que certains pourraient sans doute, j'imagine, qualifier de « tue l'amour », mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. La troisième raison, c'est la catégorisation, qui devient en fait une prison mentale. Lorsque j'ai réalisé mon épisode sur les pervers narcissiques, ma première observation, ça a été ça. Ça a été, en fait, quand tout le monde devient pervers narcissique, le problème, c'est que plus personne ne l'est vraiment. Et en fait, quand on banalise quelque chose comme ce problème, en fait, c'est d'abord irrespectueux envers les véritables victimes, mais surtout, on n'arrive plus à définir qui l'est vraiment. Et cette réflexion, elle s'applique à toute cette culture de surface, ces catégorisations qui sont hyper simplistes qu'on accumule. Donc les styles d'attachement, les langages de l'amour, sans oublier évidemment le mot fourre-tout, il ou elle est toxique, qui est tellement galvaudé parce qu'il a perdu toute sa substance. Alors certes, il faut positionner sur un spectre, et c'est bien et ça a son utilité, mais comme son nom l'indique, c'est un spectre. Et il est rare d'incarner une seule catégorie pure. Personnellement, je trouve difficile, pour moi en tout cas, d'identifier mon langage de l'amour principal, parce que, en fait, en réalité, les 5 me parlent profondément. Il en va de même pour la sexualité. Et dans ce domaine, j'ai l'impression que nos corps communiquent directement si on veut bien les écouter. Certaines connexions sont extraordinaires, d'autres catastrophiques, sans que ça soit nécessairement la faute de quiconque. Et moi, je considère que c'est pas nécessairement grave, et je l'avoue sans souci, j'ai été clairement un mauvais coup pour certaines personnes, mais j'espère un meilleur pour d'autres. J'ai souvent remarqué que cette alchimie se ressent en fait en réalité dès les premiers baisers. Cela dit, la sexualité, ça reste un territoire d'exploration infini, où on doit d'abord accepter notre ignorance fondamentale. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs épisodes sur la sexualité. Et je crois que c'est particulièrement vrai pour les hommes, parce que d'après mon expérience, complètement biaisée, les femmes réagissent très différemment aux mêmes stimuli. Comme j'ai pas d'expérience avec les hommes, je peux pas trop en parler, mais j'imagine que c'est un peu plus mécanique. Mais vous pourrez me contredire si vous voulez, n'hésitez pas.
Et au-delà de l'attraction initiale des premières années, l'enjeu dans la sexualité, c'est évidemment de faire durer le désir. Et moi, j'ai adoré recevoir Anne et Jean-François Descombes sur ce sujet. C'est un couple qui fait des séminaires, des retraites pour la sexualité du couple, qui est génial. Et ils encouragent à dépasser l'idée reçue selon laquelle le sexe doit toujours naître spontanément du désir dans un couple établi. En réalité, aussi peu romantique que ça puisse paraître, il est souvent préférable de planifier des rendez-vous intimes, de créer délibérément des moments de connexion, de transcender les conventions en développant une perception corporelle plus subtile. Alors, j'ai pas eu l'occasion de mettre en pratique cette approche parce que ma compréhension de ces dynamiques, elle est arrivée un peu plus tardivement, on va dire, et mes relations récentes n'ont pas été suffisamment longues, ou en tout cas, elles ont été trop brèves pour arriver à cet endroit. Cependant, j'observe que nous sommes souvent complètement déconnectés de notre corps, sans même nous en rendre compte. Parce qu'il se protège naturellement. Et donc, il va falloir réapprendre à ressentir, à ramener la sexualité dans le corps, plutôt que dans la tête. Et c'est un travail considérable. Pour moi qui suis particulièrement cérébral, ça l'est d'autant plus peut-être. La quatrième raison, c'est qu'on est prisonnier de la performance, et évidemment, dans l'intimité aussi. La sexualité, j'en parlais à l'instant, elle demeure un enjeu majeur dans les relations, devenant souvent une difficulté dans les couples établis. Et je crois que on est conditionné à la performance dans tous les domaines, alors que l'intimité, ça devrait être précisément l'espace où cette pression, elle n'existe pas. Pourtant, on est obsédé par le plaisir de l'autre. Et si nous échouons à l'atteindre, nous remettons tout en question. Cette pression, elle existe pour les hommes, mais je l'aperçois encore plus fortement chez les femmes. Je m'imagine qu'un homme qui éjacule pas, une fois c'est pas très grave, mais à répétition ça deviendrait une source d'inquiétude majeure pour sa partenaire. Et probablement pour lui-même d'ailleurs. J'ai conscience que mes propres biais, évidemment là ici, transparaissent encore plus, mais j'ai l'impression que dans le sens inverse, ça serait moins problématique. Une femme qui ne jouit pas systématiquement, on se pose moins la question. Esther Perel dit « Dis-moi comment tu as aimé, je te dirai comment tu fais l'amour ». Selon elle, notre histoire émotionnelle, elle s'inscrit dans la physicalité de notre sexualité. Personnellement, il y a longtemps, j'entretenais une forme de respect que je qualifierais aujourd'hui de déplacé envers mes partenaires. Déplacé parce que la sexualité n'implique pas le manque de respect. Et typiquement, le problème, il résidait dans mon rapport à l'autre et à la sexualité en général. Un autre exemple, peut-être plus parlant, pourrait être celui d'une femme qui n'oserait jamais dire à son partenaire ou à sa partenaire qu'elle n'apprécie pas certaines pratiques sexuelles. Et ça illustre comment des schémas émotionnels anciens, la peur du conflit, la désapprobation, peuvent créer des blocages dans l'intimité physique. Parfois, des couples apparemment qui sont harmonieux connaissent aussi des blocages sexuels, malgré leur amour et leur entente. Et Esther Perel a développé toute une méthodologie de questions pour identifier comment nous avons appris à aimer, quelles ont été nos figures protectrices durant l'enfance, et si l'expression de nos émotions et de notre plaisir était considérée comme acceptable. Et en fait, évidemment, les réponses à ces questions révèlent comment nos expériences passées façonnent notre plan érotique et influencent nos défis émotionnels dans l'intimité. Notre histoire émotionnelle, elle marque profondément notre sexualité. Se manifeste à travers nos conditionnements, la reproduction de schémas relationnels, nos peurs, en particulier la vulnérabilité, et la dynamique même de nos interactions intimes. Heureusement, la sexualité peut également devenir un outil pour accéder à des émotions profondes et résoudre des blocages que nous n'arrivons pas à surmonter autrement. En définitive, je crois que le couple n'existe pas pour réussir, mais pour nous permettre de ressentir. Nous devons impérativement nous libérer de cette logique performative et productiviste, pour simplement nous sentir, je crois, vivants. En fait, c'est une véritable révolution intérieure qui s'impose. La cinquième raison, c'est que nous entrons dans le couple pour évoluer, mais en général, on résiste au changement. En fait, depuis les Lumières, on a élevé l'individualisme au rang de valeur complètement suprême.
Et comme je l'ai abordé dans ma précédente newsletter, précédent épisode, si vous écoutez, nous nous imposons une isolation que nous semblons apprécier, mais qui nous déconnecte de notre humanité fondamentale. Et la vie de couple, elle existe d'articuler cette dynamique entre préservation de son identité propre et connexion authentique avec l'autre. Et comme évoqué dans la première raison de cet épisode, nous sommes des idéalistes irréalistes. Et on est porté par l'illusion d'un amour parfait qui nous transformerait en une version améliorée de nous-mêmes. Mais pourtant, le truc, c'est que lorsqu'on s'engage, cette promesse de métamorphose se heurte à la réalité. En fait, on ne choisit pas un partenaire uniquement pour ses qualités. Inconsciemment, on choisit aussi une version future de nous-mêmes que nous aspirons à incarner. Devenir plus calme, plus fort, plus complet, you name it. Et Esther Perel l'exprime magnifiquement, elle dit « Nous rencontrons l'autre pour retrouver une partie de nous encore inexplorée ». Cette promesse d'évolution engendre cependant une tension qui est profonde. Ce qui nous fascinait initialement devient source d'inconfort en général. Le calme apaisant se transforme en froideur, par exemple, qui pourrait être détachée. La liberté joyeuse d'une personne pourrait se transformer en irresponsabilité. La vision identitaire que nous avions imaginée entre en contradiction en réalité avec justement la réalité du quotidien, du changement. En fait, on résiste à cette évolution parce qu'elle bouscule notre identité, même celle que nous avions idéalement construite. Et le couple devient ainsi un espace un peu paradoxal où nous aspirons à grandir tout en redoutant de perdre notre stabilité. Nous voulons évoluer, mais uniquement à notre rythme, sans que les transformations imposées par l'autre ne remettent en question ce que nous considérons comme notre essence. Et ce conflit pousse souvent à rejeter ce qui devait nous transformer, à blâmer l'autre pour une inertie que nous percevons comme une trahison de notre idéal initial. Ce tiraillement entre l'envie d'ouvrir un nouveau chapitre et la peur d'abandonner l'image rassurante de notre identité constitue l'une des dynamiques les plus universelles et douloureuses de la vie à deux. Et en fait, c'est pourtant dans cette lutte que réside le potentiel d'une transformation authentique. Si nous acceptons enfin le coût d'un changement intérieur, je dirais, alors il y aura transformation. En conclusion, je dirais que l'amour, c'est un territoire d'exploration, certainement pas un territoire de performance. Aimer aujourd'hui est difficile, non parce que nous serions devenus incapables d'aimer, mais parce que nous attendons de l'amour qu'il résolve tout, qu'il nous apaise, qu'il nous élève, qu'il nous stimule, qu'il nous révèle, qu'il nous offre simultanément la sécurité d'un foyer et évidemment l'ivresse d'une passion. Qu'il nous soutienne dans les moments difficiles, tout en évidemment nous laissant respirer quand on en a besoin ou quand on a besoin d'espace. Ce n'est plus seulement une relation, c'est une architecture existentielle, un miroir identitaire. C'est un incubateur de sens. Et en fait, en réalité, si on est totalement honnête, c'est juste trop demandé. La réalité ne correspond pas à cette fiction intérieure, et du coup on résiste. On accuse, on fuit, on se replie. Et en fait, on croit que l'autre nous blesse intentionnellement, alors qu'en fait, il réveille en nous des mémoires anciennes, des blessures non cicatrisées, des récits que nous tenons pour vérité absolue. Et on l'a vu, les papillons n'y sont pas pour rien, en général. Et en fait, on oublie que dans toute relation, il n'existe jamais évidemment une vérité unique, mais deux narrations distinctes, souvent qui sont incompatibles. En fait, en général, on redoute également le conflit, que nous confondons avec la fin de l'amour. Et je dis ça en détestant le conflit, parce que je suis un bon gentil qui se respecte. Et pourtant, un conflit traversé avec conscience, c'est peut-être ce qu'il y a de plus vivant dans une relation. Et il n'est pas le signal d'un échec, mais la possibilité d'un lien authentique. Non plus idéalisé, mais profondément incarné.
Le couple, il n'a pas vocation à nous rendre heureux, comme le ferait un produit fini. En fait, le couple, il existe pour nous faire grandir, parfois pour nous ébranler, souvent pour nous décaler. Aimer, c'est pas maîtriser, ni guérir, ni même comprendre entièrement. C'est oser traverser l'inconfort du lien sans fuir à la première dissonance. C'est en fait abandonner l'idée qu'il existe une méthode parfaite pour aimer, pour embrasser la complexité d'un cheminement à deux, et qui est évidemment en perpétuelle évolution. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.